Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième édition depuis la trêve estivale. Nous sommes en direct pendant 1 heure. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas rester toute cette heure, sachez que vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on va faire route ensemble autour d'une sacrée question. À quoi sert de philosopher dans la tempête ? Alors, j'aurais pu dire aussi, à quoi sert la philosophie dans la tempête ? Alors déjà là, presque, on pourrait discuter les choix des mots qui peuvent laisser entendre à penser des sens différents, des chemins différents. C'est un sujet qui peut faire peur à certains, à d'autres inspirer une prise de tête ou une rêverie, une réflexion plus ou moins profonde. Et pourtant, c'est un sujet qui concerne tout le monde puisque on peut dire, ou je peux dire plutôt que nous sommes tous philosophes dans le sens où nous cherchons tous à trouver les moyens de vivre le mieux possible notre vie. Alors bien sûr, force est de reconnaître une utilité de la philosophie. Donc je cite pour Marc Aurèle, « Seule la philosophie permet de nous guider au milieu des écueils de l'existence. » Pour Voltaire, elle est un remède au fanatisme. Pour Sartre et Beauvoir, elle est ce qui nous dévoile le monde et permet d'y cheminer. Pour Rousseau, elle est comme un magasin d'idées, comme si pour le coup, elle nous permettait de réussir à penser et à s'instruire. Alors, j'ai 2 invités pour parler de ce sujet, Ricky James et Virginie Rigaud. Bonjour. 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 J'ai un coup de stress, je sais pas pourquoi. Alors, Virginie, tu es libraire. Peut-être que tu peux te présenter. Donc oui, je suis donc Virginie, je tiens la librairie Chemin Faisant à Aix-les-Bains et je trouve que la philosophie c'est un vaste sujet et qu'il y a vraiment plein de choses à dire autour de ça et je pense que le chemin peut être long et très divers pour arriver à philosopher. Alors, je crois aussi qu'il y a quand même pas mal de livres de philosophie dans ta librairie. Oui, tout à fait. C'est quand même des thèmes qui me tiennent à cœur. Ricky James ? Oui, bonjour. Alors, si tu peux nous en dire plus sur toi ? Alors oui, je suis musicien. C'est mon métier principal. Je suis auteur, compositeur et interprète. Et puis, par passion, et puis de plus en plus d'un point de vue professionnel, j'anime des cafés philo depuis 23 ans, ce qui ne fait pas de moi un philosophe. Et lorsque vous me présentez comme philosophe, c'est simplement au titre d'un travail qui n'est pas encore très connu que je fais sur la démocratie et les choix collectifs. Je fais un travail sur le vote et je me présente comme un philosophe de la nuance en démocratie. C'est l'objet de mon travail. De la nuance. Alors, est-ce que en quelques mots, tu pourrais nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne mieux ? Depuis l'année 1992, j'ai mis au point un modèle de vote alternatif qui s'appelle le vote graduel, qui est basé sur l'idée que chaque citoyen pourrait disposer d'une pleine voix, plus une demi-voix, plus un quart de voix, ce qui lui permettrait d'exprimer un point de vue nuancé et de sortir donc de la posture de supporter dans laquelle le principe un homme une voix l'enferme. Nous pensons que les gens reçoivent les diverses propositions avec des degrés d'appréciation qui sont divers en intensité. On appelle ça un indicateur d'intensité, d'adhésion à un vote. Et donc, c'est un travail que j'ai fait et que j'ai fait examiner par des gens sérieux du monde de la science politique en France. Et je prépare un bouquin depuis 20 ans, mais je suis trop musicien pour y arriver vraiment. Alors Ricky, ce qu'on fera, on fera une autre émission autour de ce sujet du vote. C'est un sujet passionnant. Parce qu'on peut pas le résumer en 2 mots, visiblement. C'était même difficile là, à l'instant. Oui, c'était effectivement. Oui. Mais c'était bien aussi de pouvoir mieux comprendre en fait aussi pourquoi tu pouvais t'inscrire dans les philosophes. Absolument. Aussi. C'est au titre d'une proposition très très précise. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est, je le répète, à quoi sert la philosophie dans la tempête, on va écouter un excellent trio, Vincent Delerme, Jeanne Chéral et Albin de la Simone, pour qui Les gens qui doutent, d'Anne Sylvestre, fait l'unanimité. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac.
Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors le doute, dans une très belle chanson, Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, c'est quand même aussi un chemin qui nous mène à philosopher. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en tout cas par rapport à ça, Ricky James? Je sais que vous associez, en tout cas, le doute à la philosophie. Absolument. La philosophie, c'est de la doutologie. C'est même la matière principale. C'est même la matière principale, en fait, de mon point de vue et depuis ma pratique, je crois qu'il s'agit d'une disposition naturelle chez l'humain. Et que c'est même la pratique du doute qui fait les civilisations, qui fait les histoires. Je vous rappelle que nos civilisations diverses et variées ont démarré par faire circuler la pensée en définissant une règle que nous connaissons tous. Un conte a pour vocation d'échoir à ce qu'on appelle une moralité. Le conte a vocation à déclencher la pensée qui éveille, qui remue. C'est du Jean de La Fontaine. En Afrique, les conteurs chutent, atterrissent toujours sur une forme de sagesse qui va donner à manger pour quelque temps aux auditeurs. La philosophie, pratiquer le doute, c'est d'abord la condition pour être dans une relation à peu près équilibrée avec les propositions du réel. C'est-à-dire que nous sommes tous les jours devant un monde qui varie, qui change. Nous sommes membres d'une famille, membres d'un clan, membres d'une tribu, et à chaque fois notre identité bouge avec. Donc, alors ce qu'on peut aussi dire, ce qui finalement quand même le doute s'installe quand les tempêtes, et c'est aussi le thème choisi de l'émission, mais c'est vrai que finalement quand tout va bien dans nos vies, on a quand même moins tendance à douter, moins tendance à se poser des questions, moins tendance aussi à chercher des solutions pour améliorer nos vies. Ce qui nous permet d'établir la vraie différence entre les deux manières de doute, je crois qu'il y en a plus. Il y a un doute outil, c'est-à-dire un doute qui ne dépend pas d'une inquiétude préalable. C'est un entraînement de l'esprit. Et on doute par entraînement, par habitude, pour générer du clair. Ça veut dire, c'est remettre en question, absolument. C'est ça, ce qui nous entoure, ce qu'on nous dit. En perspective, et soit, nos sens nous trompent, je crois que c'est de Descartes, et puis mettre en question le réel, l'aventure. Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que ce que je perçois est ce que je comprends? Que me racontent mes sens? Quel sens vais-je tirer de ce que je perçois? Et puis il y a l'autre doute, qui naît de l'inquiétude. Et les deux doutes doivent pouvoir voisiner suffisamment intelligemment pour que le doute panique mette à son service le doute construction. C'est comme ça que je perçois la chose. Mais j'ai envie de vous proposer une définition beaucoup plus simple parce que beaucoup plus puissante. Il y a un philosophe français que j'aime beaucoup pour sa grande aptitude à nous donner accès à la philosophie. Il s'appelle André Comte-Sponville. C'est un de nos contemporains. C'est un des meilleurs mécaniciens que je connaisse pour ce qui concerne la pédagogie. Et lui, il définit la philosophie comme une vie qui se pense et une pensée qui se vit. Une vie qui se pense. Voilà, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Et je trouve ça très joli parce que c'est court et très accessible. Je suis en train de réfléchir. Oui. Parce que parfois les choses les plus simples demandent. Alors ça paraît simple comme ça, mais je trouve que ça demande en tout cas une vraie réflexion. Tu peux redire la phrase. Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. D'accord. Et ça me rappelle d'ailleurs que dans la Grèce antique, on n'était pas philosophe au titre d'une super aptitude au bavardage. C'est qu'une fois qu'on avait énoncé son programme et ses valeurs, les gens vous regardaient vivre et vérifiaient que vous vivez en accord avec les valeurs que vous professez. Aujourd'hui, on a des philosophes médiatiques, c'est-à-dire qu'on s'en fout un peu de ce que sont leurs valeurs au quotidien. Mais dans l'idée, la philosophie ne se résume pas à la pratique spéculative. C'est-à-dire que tout ça, c'est bien ce que tu disais au début. Qu'est-ce que la vie bonne, quoi? C'est penser des valeurs qu'il s'agit de mettre en action pour transformer son monde et partant le monde. C'est aussi pour ça, quand on voit par exemple certaines personnes, enfin ça peut tous nous arriver, on peut être immobilisé à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a des personnes parfois qui sont très actives, oui. Et la vie, parfois va les amener à vivre un accident qui va les immobiliser, et dans ce laps de temps où ils vont pas pouvoir peut-être courir de tous les côtés, et finalement ils vont se poser les bonnes questions sur leur vie, ils vont avoir un regard, ils vont prendre le temps finalement de regarder leur vie
et aussi après de prendre les décisions, parfois. Pour certains, à ce moment-là, c'est souvent dans des périodes de crise que les gens finalement vont prendre une décision de changer de vie, de changer de direction. Et ça rejoint vraiment, je trouve, avec... Oui, je crois que c'est Emmanuel Kant qui disait « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Parce que la philosophie nous permet de mourir et de renaître. On meurt à ses préjugés. Mourir à ses préjugés. Et on renaît parce que le frottement, le doute, la rencontre vont générer des lumières nouvelles qui bientôt seront insuffisantes, que nous interrogerons à nouveau, et ainsi de suite. Et il est bien qu'il en soit ainsi pour le bonheur des idées. Mais donc c'est quand même très positif finalement, c'est les effets des tempêtes, des crises dans nos vies, ça porte quand même de très bons fruits puisque finalement elles nous permettent d'évoluer. En quelque sorte, c'est dans ces cas-là qu'on peut arriver à sortir, à se décentrer de ses préjugés, à se décentrer finalement ce qu'on a installé dans nos vies et qui nous correspondent pas toujours. Parfois, on est installé dans des conforts de vie qui fait que s'il n'y a pas d'événement extérieur qui vient bousculer ça, on y reste et on peut y rester pendant des années et des années. Alors, il y a aussi, donc, il y a effectivement des accidents de vie qui peuvent nous arriver, comme des maladies ou des accidents, on a vu. Et puis, il y a aussi, d'une manière collective, ça peut être aussi un régime politique qu'on peut subir, comme le totalitarisme, oui. Pour qui, franchement, la philosophie n'a aucune place. Alors, je crois que, Virginie, toi, tu as un livre, tu as trouvé un livre, justement, en rapport avec ça, qui faisait vraiment écho... à ce sujet-là, tu peux nous en parler ? Alors, il s'agit du livre qui s'appelle Deux Coréennes. C'est l'histoire, une histoire d'aujourd'hui, en fait, de deux Coréennes, une du Nord, une du Sud, qui se sont retrouvées en Angleterre dans le cadre d'Amnesty International. Donc, c'est deux Corées avec deux régimes complètement opposés, on peut rappeler. C'est tout à fait ça, et elles vont se rencontrer, et la Coréenne du Sud va tenter de raconter la vie de la Coréenne du Nord, mais en faisant abstraction de toutes ses croyances. Puisque elle, toute sa vie, on lui a dit que la Corée du Nord, c'était le mal absolu, et vice-versa, en fait. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que Ji-yoon, donc la Coréenne du Nord, elle a jamais voulu quitter son pays. Hein. Elle était persuadée que la philosophie... nord-coréenne, c'était la bonne et qu'il n'y avait pas d'autre solution possible. C'est ça, elle n'avait pas les moyens d'avoir du recul en fait sur ce qu'elle vivait et dans le monde dans lequel elle était. C'est tout à fait ça. Donc elle a passé une enfance plutôt heureuse. On lui a inculqué plein de croyances, plein de choses qui pour elle étaient la vérité. Sauf qu'à un moment, sa vie, elle a basculé en fait. Il y a eu une grande tempête dans sa vie. Et dans les années 90, il y a eu une famine. Et pour survivre, en fait, sa famille, elle a dû se mettre à faire des choses qui n'étaient pas vraiment légales. C'est-à-dire du marché au noir, trouver des solutions simplement pour pouvoir se nourrir. Et après, ça s'est su. Et ils ont tous dû partir pour pas être condamnés à mort, en fait. Donc là, elle s'est retrouvée en Chine. Elle est devenue esclave sexuelle alors que elle voulait juste devenir institutrice en fait. Donc suite à ça, elle a eu un enfant qu'elle a dû abandonner et elle avait une force de caractère et une volonté de vie et c'est ça qui m'interroge, c'est qu'est-ce qui fait que elle est pas morte et qu'elle a réussi à basculer de l'autre côté et à trouver une force en fait pour pouvoir sortir de cet enfer en fait parce que c'était un enfer. Et donc aujourd'hui, elle vit en Angleterre. Elle a pu récupérer son fils. Donc c'est une histoire vraie ? Ah oui, c'est une histoire vraie. Mais quand on lit l'histoire, ce témoignage, on pourrait croire que ça se passe au 19e siècle. Hein. Sauf que pas du tout. C'est vraiment maintenant. Et donc elle a décidé de militer pour les droits de l'homme et surtout elle a demandé donc à Céline, cette Coréenne du Sud, de transcrire son histoire pour pouvoir répondre à la question de son fils, qui un jour, au milieu des années 2000, lui a dit « Mais pourquoi tu m'as abandonné, maman ?» Sauf qu'elle n'avait pas le choix, en fait. Elle a dû d'abord se sauver, elle, pour pouvoir après récupérer son fils et le sauver, lui. Je merci pour cette. Je trouve que c'est d'une clarté absolue.
ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure, renaître plusieurs fois de ses préjugés. Là, on a vraiment l'illustration. C'est-à-dire que nous sommes tous entraînés à faire de notre pacte culturel un espèce de socle. Parce que tant qu'il n'est pas remis en question ou par la vie, ou par l'existence, ou par les parcours, il reste vrai. Et j'ai ramené quand même quelques sources d'inspiration. Et là, ça me fait penser à Paul Nizan, connu auteur, qui disait la fonction de la philosophie consiste exclusivement dans la profanation des idées. Et moi, j'ai envie de compléter ça en disant dans la profanation des idées reçues. Puisque le simple passage d'une sensibilité nord-coréenne au partage avec une Coréenne du Sud, c'est déjà une aventure. Mais on pourrait même, du coup, ça laisse à penser aussi, quand on mène un chemin de réflexion, de quelle manière aussi il n'est pas biaisé par rapport à notre environnement. Puisqu'on voit bien qu'au début, cette nord-coréenne était finalement tout à fait en harmonie avec ce qu'elle vivait. Puisqu'elle n'était pas, finalement, elle n'avait pas été ouverte à un autre monde. Et c'est un événement extérieur, finalement, qui l'a déplacée et qui a pu lui permettre, en fait, d'avoir un point de vision sur ce qu'elle vivait. Ce qui est quand même incroyable. Plusieurs tempêtes. Le cheminement sud-coréen, puis chinois, puis londonien maintenant, c'est quand même d'une richesse extrême. Et ça montre aussi cette capacité de résilience que peut générer la pratique du doute, c'est que le doute est aussi libérateur. La connotation du doute, c'est souvent de dire c'est le moment où on n'est pas bien, le moment où on ne voit pas clair. Alors que souvent le doute est le moment qui précède le temps où on verra clair. C'est un peu les deux. Cette histoire, je la trouve vraiment fantastique parce que comme elle part de contextes très 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 marqués, du coup, on a une vision claire de ce que peut être l'expérience et la pratique du doute, parce que là, pour moi, on a les deux aspects, le doute panique et le doute réparateur. Parce que je pense qu'à chaque fois, il a fallu qu'elle se réinvente pour, d'esclave sexuelle à mère d'un enfant, de nord-coréenne à sud-coréenne, puis chinoise, puis londonienne. Je trouve qu'il y a quand même de la matière et de la nourriture sur le chemin. C'est ça, et puis je pense que elle, fondamentalement, elle croyait que ce qu'on lui avait inculqué depuis toute petite, sa famille, le fait qu'en Corée du Nord, ce soit le commandant qui définit toute la philosophie et qui doit mener à l'autosuffisance, on appelle ça le juche. Pour elle, il n'y avait aucune autre question à se poser, en fait. Et c'est ça que moi, je trouve intéressant. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle arrive à basculer de l'autre côté et à arriver à s'extraire de tout ça. Et ça, c'est en ça que je trouve que cette histoire, elle est super intéressante, en fait. Et ce qui est très fort aussi, c'est aussi, on peut voir, c'est le lien, finalement, avec deux vies qui sont radicalement différentes, parce que finalement, cette histoire qu'elle a menée a aussi servi à cette Coréenne du Sud, et bien d'autres, bien sûr. C'est-à-dire qu'on évolue, quand on évolue, en fait, on fait aussi évoluer les autres. Enfin, c'est quand même assez formidable. J'ai envie de dire que chacun d'entre nous vit sa Corée du Nord, parce que chaque culture est un enfermement. Et c'est la philosophie qui peut aider à penser l'au-delà, les acquis. C'est-à-dire que même nous qui raisonnons sur la liberté avec cette espèce de superbe, en fait, nous sommes les produits et les agents d'un enfermement culturel qui, des fois, crée chez nous une difficulté à entendre la profondeur de l'autre. Mais c'est ça qui est difficile, c'est de se dire à quel moment, à partir du moment, la réflexion, en fait, la philosophie, ça peut être quelque chose qui nous ouvre, qui nous fait évoluer, mais en même temps, effectivement aussi, c'est quelque chose, on peut être enfermé, en fait. Parce que les gens confondent, Mais je trouve que c'est quand même très difficile, ou en tout cas, il faut pas perdre le sens du libre arbitre, et de se dire aussi, oui, ça m'ouvre, mais ça aussi, ça peut me renfermer de la même manière. Absolument. Comment dire les choses de manière compréhensible, c'est que nous sommes tous les produits d'un conditionnement. C'est pour ça que je conteste d'ailleurs l'idée qu'il y ait des philosophies, parce que ce n'est pas vrai. Il y a la philosophie et des doctrines. C'est-à-dire que il y a des philosophes suffisamment brillants pour créer un dogme. Carl Schmitt, par exemple, je regardais ça encore hier, l'Allemand a théorisé la nécessité de l'idéologue pour tout mouvement politique.
C'est-à-dire que finalement, la philosophie, son boulot, c'est quoi? C'est d'enquêter sur l'ensemble des arbitraires et de voir ce qui ressort. Par exemple, Paul Valéry dit que philosopher, c'est finalement faire la promotion de toutes les pensées qui contrarient nos émotions et nos sentiments. C'est-à-dire développer cette capacité de douter jusqu'à brutaliser, violenter ses propres acquis. Ça va jusque-là. Nous tenons des choses pour acquises parce qu'on nous les répète, aussi parce qu'on les expérimente. Je veux dire, c'est pas de la méchanceté. Quand je suis en Europe, je m'appuie sur le fait que le bus annoncé à 8h32 sera là à 8h32. Et s'il est là à 33, je gueule. Au Cameroun, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Au Cameroun, ça me viendrait même pas à l'idée de faire la gueule parce que le gars, il a 5 minutes de retard. Et nous sommes dans le même monde, le même espace rationnel, la même langue, la même intention d'organisation de la société. Et puis en face, il y a une culture, il y a un rapport au temps. Et donc, vous voyez le parallèle que j'essaie d'établir? Oui, et alors moi, la question qui me vient aussi, c'est si on était vraiment philosophe, est-ce qu'on accepterait en fait la vie qu'on a? Parce que si d'une certaine manière, on peut se dire, bah tiens. Alors on se lève le matin, on va bosser, on n'a plus de temps pour nos familles. Si on était vraiment philosophe et si on allait vraiment au bout de nos pensées, est-ce qu'on pourrait accepter la vie qu'on a? Ça, c'est aussi quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire, de quelle manière, en fait, jusqu'à quand on est philosophe? Oui, mais... Est-ce qu'il y a un moment donné même où on arrête d'être philosophe parce que c'est mieux? Finalement, c'est plus confortable aussi pour vivre. Je fais bien la différence entre être un excellent bouddhiste et être un philosophe. Hein. C'est-à-dire que l'aboutissement d'une pratique philosophique n'est pas toujours la sérénité. C'est le clair. C'est générer du clair. Et le clair peut être extrêmement troublant, extrêmement dérangeant. Lorsqu'une enquête est bien menée, elle peut aboutir au constat d'un monceau d'horreur. Ça fait partie du risque. C'est-à-dire que, vu que la nature de la pratique, c'est pas d'apporter des réponses, c'est d'améliorer les questions. C'est d'améliorer ce qui va générer du clair. Mais je dirais même l'objectif de la philosophie, c'est perfectionner la question. Les réponses n'intéressent pas la philosophie. Dès qu'il y a réponse, on est en doctrine. C'est souvent comme ça que, il y a les Hegeliens, les Jungiens, les Kantiens, tout le monde est aligné derrière son chef. Et là, on n'est plus du tout en philosophie. Là, on est déjà dans le parti pris, dans le choix d'un dogme, on est dans la doctrine. Tant qu'on doute, on est philosophe. Tant qu'on est en capacité de remettre en question. Mais quand je dis remettre en question, ça n'a pas le sens de contester, hein. Alors après, il y a aussi plein de manières de remettre en question. Alors on va marquer une pause musicale et c'est une bonne introduction au sujet parce que finalement on va écouter le fabuleux destin d'Amélie Poulain, une musique de Yann Tiersen, et on va pouvoir aussi parler de quelle manière aussi Amélie Poulain, à sa manière en fait, avec une philosophie de vie, l'a rendue concrète en faisant finalement, en apportant un peu de rêve dans la vie des gens. On l'écoute tout de suite, on en discute après. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous retrouver. Nous sommes toujours en direct dans l'épicerie culturelle du territoire avec un thème qui nous anime. À quoi sert la philosophie dans la tempête? Je suis toujours avec Ricky James et Virginie. Alors moi j'aurais envie de demander en fait à Amélie Poulain si elle existait, mais de quelle manière est-ce que c'était une manière concrète aussi de philosopher, c'est sa manière d'être, puisque finalement elle avait envie de changer aussi un destin, et dans la phrase à quoi sert de philosopher dans la tempête, on entend aussi le à quoi ça sert finalement, puisque peut-être qu'on a un destin. Est-ce que c'est fait pour mieux supporter un destin, de mieux supporter quelque chose qu'on subit? Est-ce que vous voulez réagir à ça? Alors pour moi, en fait, la philosophie, ça commence par l'étonnement. Donc, je crois que c'est Platon qui disait ça. Donc, Amélie Poulain, elle est complètement là-dedans, en fait, puisqu'elle s'étonne de tout. Et ça lui donne une liberté et une interrogation sur la vie qui est juste immense, en fait. Mais simplement parce que elle est étonnée et curieuse.
Et elle a quand même aussi envie de prendre part à créer de l'étonnement. Finalement, elle a aussi un regard elle est quand même touchée aussi par son environnement, par les gens de son environnement, et même parfois par empathie. En fait, elle a aussi envie de créer de la surprise, de l'étonnement aussi dans la vie de ces gens, de ses voisins. C'est ce qu'on pourrait appeler la clairvoyance. Je prononce à dessein avec cette séparation respiratoire, clairvoyance. Parce que le choc entre les deux mots est intéressant. On a un personnage qui est dans l'ordre du sensible, du subtil. Et je trouve qu'elle a des grilles de lecture transversales. Enfin, c'est la magicienne qui passe et qui détruit des verticalités avec sa baguette magique. C'est-à-dire que les verticalités, pour moi, c'est l'ensemble des fardeaux, quoi. Les choses qui nous tombent de dessus, ça peut être nos habitudes, nos angoisses, nos machins. Et comme ça, en refaisant le cercle, qui est l'image de l'harmonie, l'image universelle de l'harmonie, c'est un personnage un peu fait comme ça. Donc on peut la rapprocher aussi à un personnage du rêve. Absolument. Un personnage onirique. Alors on peut faire le parallèle entre la philosophie et le rêve ? Oui, parce que je vais prendre un risque. Mais je vois dans la philosophie justement une tentative de dictature du rêve. C'est-à-dire que potentiellement, on peut toujours améliorer la question. Et ce n'est jamais une actualité. Ah, j'ai pas c'est compris. Toujours une... Non, mais c'est-à-dire que c'est une quête de quelque chose qui est toujours à venir, qui n'est jamais achevé. C'est ça. Voilà, c'est un cheminement vers un genre d'absolu dont on sait qu'il ne nous est pas accessible, mais que sa quête améliore notre quotidien. Mais alors, c'est pas un rêve, ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas un rêve, une fuite, mais c'est un rêve finalement elle va concrétiser en fait un rêve. C'est un rêve en fait qui va rapprocher avec ce rêve, en tout cas qu'elle propose. Elle fait toucher du doigt ou alors elle nous rapproche en fait de ce qu'il y a de plus profond en nous. Oui, d'ailleurs, je ne pense pas que le rêve puisse être identifié comme une fuite en dehors du rêve éveillé, parce que nous n'avons aucun contrôle sur le rêve. Le rêve, c'est la vie de notre conscience lorsque l'esprit respire. Du moins, c'est même pas l'esprit qui respire, c'est le contrôle, la veille. On s'oublie, dormir, c'est s'oublier un peu et redonner du souffle à l'esprit. Et donc, je ne pense pas que le rêve puisse être défini comme une fuite, parce que nous n'en avons pas le contrôle. C'est-à-dire que le rêve, finalement, c'est la partie animale qui se souvient de tout ce qu'elle a emmagasiné et nous propose un genre d'agencement qui est un peu spécial et spécieux, parce que du coup, nous ne sommes pas en contrôle, nous n'organisons pas les événements. Nous pouvons essayer d'en tirer des conclusions a posteriori, et c'est ça d'ailleurs qui fait, c'est le travail de Freud, de Jung et de tous les autres sur l'inconscient. C'est que justement, cette matière que nous produisons hors contrôle de notre esprit est au moins aussi éloquente que ce dont nous avons conscience. Notre esprit, lorsque le contrôle s'arrête, produit de la pensée libre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là à ordonnancer l'ordre des événements et des émotions. Tout ce que nous avons emmagasiné se produit dans un ordre, je dirais aléatoire, et j'en suis même pas sûr. C'est quand même très compliqué ce que tu dis. Moi, j'ai peine à suivre. Je me concentre. J'ai peine à suivre. Ouais, J'essaie juste de dire que si nous pensons le rêve comme une fuite, ça laisse entendre que nous avons un contrôle là-dessus. C'est vrai. Et moi, j'ai expérimenté le rêve comme une chose sur laquelle je n'ai aucun pouvoir. Mais enfin, au départ, quand je parlais de parallèle entre la philosophie et le rêve, c'était aussi de dire que on a tendance à penser que philosopher, rêver, c'est des choses en fait qui sont pas concrètes ou qui sont désincarnées, qui peuvent être en tout cas désincarnées. Et là, le cheminement en tout cas que j'avais, c'était de me dire mais on peut incarner une philosophie, on peut la rendre pratique, tout comme le rêve. C'est-à-dire à partir du moment où il s'incarne, il va toucher ce qu'il y a de plus profond en nous et ça va œuvrer. Je pense à un vrai chemin pour le coup philosophique. Alors en termes de philosophie pratique, Virginie, je crois que tu avais 2 livres finalement qui illustrent très bien cette réflexion. Oui, je voulais vous prouver en fait que la philosophie ça pouvait être aussi pratique et que le futile pouvait amener à penser.
Donc, je voulais vous parler de livres. Donc, un de Roger-Paul Droit, qui est un philosophe reconnu français, et qui a écrit plusieurs livres, dont La philosophie expliquée à ma fille. Mais là, aujourd'hui, plus particulièrement, celui dont je voulais parler, c'était 101 expériences de philosophie quotidienne. Alors, je te coupe 2 secondes. Donc, ça veut dire que finalement, tout le monde peut rendre en fait la philosophie pratique au quotidien. Ben oui, parce que en regardant ce livre, en fait, il y a 101 expériences qu'il faut prendre comme un divertissement, mais qui vont nous amener à réfléchir et donc à philosopher. Tu peux nous citer par exemple des exemples ? Ben oui, par exemple la 13, boire en pissant. D'accord. Ah, c'est concret ça quand même. Alors là, c'est concret. Là, je m'attendais pas à ça. Hein. Voilà. Une autre, parce que on est quand même pas loin du lac, la 87, ramer sur un lac. Et donc à chaque fois, il nous met des petits renseignements, non sans une trace ni une pointe d'humour, mais il nous met des pistes et le temps nécessaire à faire ça. Mais plus sérieusement, en fait, moi j'ai sélectionné la 38. Parce que je vous dis tout de suite la pourquoi. 38e pratique. Voilà, c'est ça. Tenter de ne pas penser. Ah oui, ça c'est pas évident. C'est pas mal ça. Hein. Ouais. Certains présentent la méditation comme cette tentative. Voilà. Ok, je me concentre. Alors, et ça, on va essayer quand même pendant 5 secondes de ne pas penser. Remarque, il faudrait beaucoup plus de 5 secondes pour ne pas penser. Oui, quand même, un petit peu plus. Mais je vais quand même essayer. Alors, c'est beaucoup moins difficile qu'on ne croit ne pas penser parce que, en fait, nous pensons rarement. Hein. Ce que nous faisons, c'est que nous vivons et nous regardons passer des idées. La pensée, c'est le moment où nous commençons à essayer d'organiser ce que nous avons perçu. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Et en fait, c'est ce qu'il explique dans cette expérience-là, que bien sûr, tu peux pas t'arrêter de penser, mais que toutes les pensées qui te viennent, il faut pas les saisir et les enregistrer dans ton cerveau. Il faut se détacher de tout ça. Il faut les laisser passer. Et c'est en ça où ça se rapproche un peu de la méditation. Mais une fois que tu te détaches de tout ça, qu'est-ce qui reste ? Et c'est là où c'est intéressant. Il va te rester des sensations, en fait. La sensation du souffle, la lumière, des couleurs. Et quand tu te détaches de toutes tes pensées, en fait, il t'amène à t'interroger pour savoir si tu te rapproches plutôt de l'animal ou plutôt de l'ordre du divin, en fait. Ah, super. Oui, on est vraiment dans la méditation. Oui, mais enfin après, mais là on oppose finalement, voilà. Quelque part s'oppose dans ce que tu dis, ce que j'entends, s'oppose l'être et être et penser, c'est-à-dire la pensée finalement se limite à, j'allais dire au cerveau, c'est peut-être un petit peu dangereux de dire ça comme ça, mais en tout cas dans ce que tu décris, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Alors il dit bien que c'est pas facile, hein, qu'il faut s'entraîner et que tu y arrives pas comme ça quand même. Voilà. Alors que boire en pissant, à mon avis, c'est plus basique. Ouais, moi je suis sûre d'y arriver. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça pour me dire que je suis une bonne philosophe. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'un autre bouquin qui est un tout petit livre, hein, qui se lit très rapidement, écrit par un balayeur suisse, en fait, qui s'appelle Michel Siboney, et qui a écrit un livre qui s'appelle Une rose et un balai. Donc, c'est pour prouver aussi que même si on fait quelque chose de très basique, de très physique, de très terre à terre, eh ben, justement, on peut s'ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus philosophique, en fait. Dans les petites choses, la philosophie est. Et c'est pas uniquement dans des grandes pensées, dans une dimension élitiste, on pourrait dire. Voilà, dans le petit ouvrage, le petit traité de sagesse, ce qui est le sous-titre du livre, en fait, il arrive à rendre les crottes de chien philosophiques, en fait. Oui. Tout est possible. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pourquoi il en vient à faire ça ? Est-ce que c'est parce qu'au départ, il aime pas son métier ? On peut imaginer qu'il aime pas son métier et il se dit, bon alors, je vais essayer de rendre acceptable ma vie et donc de poser un regard constructif. Qu'est-ce qui finalement, on peut s'interroger, on peut se dire à quel moment en fait, qu'est-ce qui fait qu'il va prendre ce chemin ? C'est-à-dire pourquoi finalement, naturellement pas, il fait un travail il fait un travail peut-être basique, sans j'ai perdu le mot.
sans porter un jugement un jugement de valeur sur le travail en lui-même, mais se dire voilà, il ramasse finalement certaines poubelles, les crottes de chiens, c'est tout, c'est un travail à faire. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là va devoir construire une pensée ou une réflexion philosophique sur son travail? Eh ben, c'est tout l'inverse, justement. Il avait une immense carrière qui s'ouvrait à lui parce que c'est quelqu'un de lettré, qui a fait de grandes études. On dirait qu'il a fait ses humanités, en fait. Et il a fait le choix de faire ce métier-là, en fait. Ah, c'est beau. Hein. J'ai envie de risquer une hypothèse. Vas-y. Peut-être qu'en balayant la rue, il balaie son esprit. Vous voyez ? C'est tout à fait ça. Oui. Un truc comme ça. C'est-à-dire que lui, il a suffisamment de beauté dans le sensible et de sérénité dans le monde des apparences pour faire une vraie expérience. Et ça touche aussi, ça évoque pour moi en fait le dépouillement, c'est-à-dire se dépouiller aussi pour finalement être dans les petites choses, finalement qui est l'essentiel. C'est nos cultures qui disent qu'elles sont petites, mais la philosophie ne dirait peut-être pas la même chose. Mais oui. Ce que je veux dire, c'est que cultiver son jardin, balayer sa cour, ce sont des références fortes. En philosophie, c'est-à-dire qu'on revient toujours. J'aime beaucoup les naturalistes, par exemple, et j'en profite pour vous faire partager une pensée de Karl Beaupré que je connaissais pas jusqu'à hier. Les arbres nous enseignent la patience. Ils ne baissent pas les bras à la première tempête venue. Les arbres nous enseignent la patience. Ils ne baissent pas les bras à la première tempête venue. Et ça m'inspire un peu ce genre de choses, c'est que lui, il procède par profanation et par retournement de l'ensemble de nos valeurs. C'est ce que j'ai cru entendre. Et donc, il est éminemment philosophe. En plus, je pensais vraiment que c'était un mec qui avait un diplôme de balayage, mais non, c'est quelqu'un qui a des humanités absolument brillantes. Oui, donc c'est un choix de vie. Oui, parce qu'il a fait le choix de l'éloge de la lenteur. Ouais. Jacques Toussaint de Santi. Ça. Là, on est en Afrique, là. Éloge de la lenteur. Et du travail bien fait, et le fait de faire des gestes plus ou moins répétitifs et tout ça, ça lui donne une sérénité qu'il n'aurait jamais trouvée s'il avait choisi de faire un travail complètement différent, en fait. Oui, là, on est dans la philosophie de vie. C'est-à-dire de quelle manière, en fait, je vais investir ma vie et l'énergie aussi que j'ai, finalement. Et aussi cette espèce d'attitude un peu obligatoire, dépouillement, tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, des fois les gens disent que philosopher, c'est oublier tout ce qu'on a appris. C'est-à-dire que d'abord on s'équipe beaucoup, et puis une fois qu'on est équipé, on essaye de trouver la distance systématique. Parce que nos sens nous trompent, mais je voudrais rajouter que nos cultures nous trompent, nos éducations nous trompent, et nos parcours aussi. Donc finalement, et nos pensées nous trompent. Absolument. Alors, je suis très touchée aussi que tu aies fait le parallèle avec l'arbre, avec la nature. Parce qu'on peut même se dire, cette nature est-elle pensante ? On pourrait dire oui, mais on pourrait dire non, en tout cas à notre manière. Et pourtant, c'est un vrai modèle de sagesse, de vie, de philosophe, on peut dire. La nature est finalement très philosophique dans sa manière de vivre. Alors j'aime bien défendre l'idée qu'il faut faire attention lorsqu'on dit la nature, parce qu'on dit trois choses. On dit un principe, c'est pour ça que nous disons c'est naturel. On décrit une expérience, puisque nous vivons la nature comme un espace. On traverse du tangible. Et puis on dit aussi une essence, c'est-à-dire quelque chose d'immuable dans sa construction. La nature, finalement, c'est tout ce qui ne dépend pas de l'opinion que nous en avons. Et du coup, nous avons de drôles d'expériences avec ce mot, parce que selon qu'on l'approche d'une manière ou d'une autre, on dit pas les mêmes choses. C'était encore pour faire de la philosophie et mettre quelques nœuds dans tes nombreux neurones, des synapses. C'est réussi. Mais j'ai envie de partager ça. Je sais pas si je m'éloigne du sujet, mais j'ai quand même envie. En philosophie, on peut s'éloigner. Oui, voilà. C'est du jazz, la philo. Alors, en plus, si c'est du jazz, j'y vais. Alors. Hier, j'ai regardé un très très beau documentaire sur les champignons sur Netflix qui s'appelle le monde fabuleux des champignons. Je sais plus exactement. C'est un titre en anglais et c'est vraiment extraordinaire en fait de voir aussi
donc le spécialiste des champignons nous explique en fait que c'est vraiment en fait le monde des vivants, enfin qu'il y a vraiment un monde vivant et intelligent et qui finalement nous gouverne silencieusement, mais d'une belle manière en fait, nous aide à vivre, nous aide à mourir aussi et nous aide à renaître. Et en fait, il est passionnant cet homme. Ah, j'imagine. Et c'est une vraie philosophie de vie. Enfin, ce documentaire, c'est vraiment un témoignage en fait d'une manière de vie qu'on pourrait suivre, un modèle de vie qu'on pourrait suivre. Voilà, je voulais juste faire le. Je trouve ça d'autant plus magnifique que souvent, la question d'ailleurs qui a donné naissance à la philosophie, c'est la nature procède-t-elle d'une intention ? Et si on est dans l'intention, on est dans le divin, dans la personnification. Nous avons eu des débats assez passionnants et passionnés en terrasse il y a pas longtemps. Et si on est dans la non-intention, c'est-à-dire Spinoza, c'est-à-dire le suprême, c'est l'ensemble, la totalité. Voilà, on est en philosophie. Moi, je considère que ce n'est pas d'avoir la bonne réponse qui est intéressant. C'est de mesurer l'ensemble des questions qui se posent. C'est-à-dire que là, au moment où je parle, là, ma religion n'est pas faite sur le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est notre échange, et de me dire, tiens, j'aurais pas pensé à ce que Virginie a dit là tout à l'heure. Pof, je prends. Je mets dans mon caddie pour les prochaines soirées où j'essaierai de briller. J'ai adoré la 87, la 38, pisser en buvant, ça, je vais la ressortir, je sais, dans moins de 48 heures. En tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que la philosophie, ça ne sert pas uniquement à fuir des situations, mais finalement à bien vivre et à bien nourrir en fait nos vies et avoir conscience de toute la richesse en fait qu'on peut développer aussi. J'anime un café philo, c'est la minute publicitaire, le premier lundi de chaque mois au Chapotin à Aix-les-Bains. Je saute sur l'occasion pour faire un raccord. Le principe de notre rencontre, c'est la philosophie ne sert à rien, c'est ce qui la rend absolument indispensable. Très bien, alors on va faire une pause musicale avec Douleur je fuis. Donc il y a aussi un chemin de philosophie que Stéphane, la jeune chanteuse genevoise, doit suivre. On l'écoute tout de suite, Douleur je fuis. Radio Grand Lac sur 92.1, Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Douleur, je fuis, j'ai ouvert ma gueule. Faut-il ce destin pour qu'on se regarde ? C'est aussi finalement quelque chose qu'on pourrait discuter en fait dans le thème de notre émission aujourd'hui, qui est à quoi sert de rêver et de philosopher dans la tempête. Enfin, au départ, c'était quand même plus à quoi sert la philosophie dans la tempête. Et on voit bien que Stéphane aussi, à sa manière, elle ouvre sa gueule à un moment donné où elle est face à quelque chose qui va la remuer. Et elle fait bien de l'ouvrir parce qu'elle a une voix magnifique. Ah, elle a une très belle voix. Ce qui permet ça crée un a priori favorable. Alors on va fermer cette émission parce que je vois l'heure. Il nous reste que très peu de temps. On pourrait conclure, en tout cas. Sur ce sujet, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez peut-être mettre en avant ou alors nous aider et aider nos auditeurs en fait à réfléchir, à prendre un chemin de pensée par rapport à cette philosophie, par rapport à la philosophie? J'ai envie de dire par goût de la profanation, qui est quand même l'activité principale en philosophie, on défie le sacré à chaque fois. Parce qu'il y a deux définitions du sacré qui me parlent. L'une dit que, et ça c'est plutôt la tradition bouddhiste, est sacré tout ce qui se vit dans le retrait de l'ego. Et sacré tout ce qui se vit dans le retrait de l'ego. Et puis d'autres traditions considèrent comme sacré tout ce qui relève d'une transcendance. C'est-à-dire forcément au-dessus, forcément... Et puis, j'ai aussi envie de dire que, en fait, des fois, c'est pas le temps qui est tempétueux, c'est moi qui le suis. Et que la philosophie doit pouvoir, de temps en temps, m'identifier comme la tempête ou sa source. Mais cette tempête n'est-elle pas, finalement, aussi le fruit de notre évolution ? Enfin, ce qui fait, en fait, qu'on évolue, pas le fruit, parce que oui. C'est une erreur. N'est-elle pas, en fait, ce grain de sable qui va nous aider en fait à grandir? Oh, je crois que dans plein de cas, ça se vérifie. Vous savez que le doute, il peut avoir plusieurs vertus. Il peut nous libérer, mais il peut nous paralyser aussi.
selon la chance qu'on a dans les rencontres. Alors quand je dis rencontre, c'est pas seulement les gens, c'est des fois rencontre avec les idées. Et l'idée, c'est que j'aime bien l'idée de renaître à ses préjugés parce que ce n'est pas du tout condamnable de baser sa pensée sur des préjugés. C'est tout ce qu'on a pour approcher une question, en général. D'abord des préjugés. Des préjugés, ou alors on pourrait aussi peut-être parler de principes, ou alors peut-être aussi de valeurs. Mais un principe devient un préjugé lorsqu'il est installé. Hein. Et une valeur ? C'est compliqué, les valeurs. Parce que, est-ce qu'une valeur, c'est ce à quoi je suis attaché moi? Est-ce que c'est ce à quoi est attaché un groupe? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre de la nature, qu'on ne fait que paraphraser? Le débat, il est toujours... Il y a des gens qui disent « Oh, moi je suis franc », en croyant qu'ils parlent de l'honnêteté. On peut être franchement con. Il y a des gens qui sont très directs et qui sont de gros imbéciles, mais qui s'en vantent comme d'une qualité et comme d'une valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours sur un sol mouvant, avec le fait de vouloir peser les idées, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que ça vaut? Quelle est la valeur? Nous passons notre temps à sous-peser les idées, tout ça. Nous sommes dans une rencontre avec des cultures qui, elles, ont installé des réflexes. Est-ce que c'est évident pour tout le monde que, par exemple, la philosophie est athée par nature? Ou en tout cas que s'il devait y avoir une divinité en philosophie, à part le doute, je ne vois pas trop. Je suis en train de compter le nombre d'émissions qu'on pourrait faire avec tout ce que tu viens de dire. J'en suis à 16. Et l'idée, c'est que je connais des gens croyants qui ne rechignent pas à pratiquer intégralement la philosophie parce qu'ils sont sereins. On a eu des échanges là-dessus. Et que cet antagonisme apparent, en fait, n'en est qu'un que pour les gens qui confondent un objectif et un enjeu. Ricky, tu sais qu'il reste 5 minutes. Que 5 minutes. Donc je vais conclure en disant, venez au Café Philo à Aix-les-Bains le premier lundi de chaque mois si vous en avez l'opportunité. Je suis ravi d'avoir fait la rencontre de Virginie, qui est quand même dans une matière qui m'intéresse, le livre. Alors, attends, juste pour finir par rapport à, en tout cas, tes rendez-vous. Donc, c'est le lundi, tous les premiers lundis de chaque mois, c'est ça, oui. Au Chapotin, oui, un endroit à magnifique. Aix-les-Bains, et aussi à Chambéry. À Chambéry, tous le les premier mardis. mardi de chaque mois, au Café des Initiés. Voilà, donc si on loupe Derrière le le lundi, cinéma. on peut toujours prendre sa voiture et filer aux Et initiés. une pizza offerte à ceux qui auront fait les 2 Cafés Philo. Waouh. Et puis surtout aller à la librairie Chemin Faisant, ce que je vais faire bientôt. Rencontrer Virginie et sa grande connaissance du livre et sa belle philosophe. manière de communiquer là-dessus. Virginie, tu as quelque chose à dire pour conclure? Alors déjà aussi par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur la philosophie. Je pense qu'il faut ne pas arrêter de se poser des questions, mais que en même temps, il faut pas trop s'en poser. Et comme le dit là Michel Simonet dans son bouquin, qui est un épicurieux, c'est aussi savoir apprécier le moment présent et comment dire, l'identifier à sa juste valeur. Voilà. Alors là, ce que tu dis aussi, puisque ce que tu as dit aussi, Ricky, moi, ça me fait penser aussi au mental, c'est-à-dire attention de ne pas tomber dans le mental, c'est-à-dire de se faire des nœuds au cerveau. Et finalement d'être décroché d'une réalité, parce que finalement on peut la dérive de la bonne philosophie, ce serait peut-être ça, c'est-à-dire de mentaliser, en fait, de tout mentaliser et finalement se déconnecter. Voilà, et de tomber peut-être dans une comment dirais-je, même peut-être un certain élitisme un peu vaniteux, si je puis Absolument. dire. Absolument. Un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, des fois en utilisant des phrases un peu touffues et nébuleuses par habitude et par construction. Je ne l'ai jamais pensé, Ricky. Non, mais des fois, je ressens dans ma propre parole des petits pièges comme ça, où la part spéculative prend le dessus sur la part sensible, et il faut surveiller cet aspect-là. Alors après, il y a aussi 2 choses. Bon, ça, on pourrait en parler en dehors de l'émission, mais je trouve que c'est aussi vachement intéressant. C'est quand on est habitué aussi à parler, à réfléchir, à utiliser des mots. On n'est pas toujours en fait en face d'un public, mais ça peut être n'importe qui, d'un public aussi qui a usage de ces manières-là. Bien sûr. Et donc du coup, c'est très difficile. Moi, c'est vrai en fait.
au bout d'un moment, j'arrive en fait à bien comprendre aussi tout ce que tu veux dire, mais c'est pas toujours évident parce que t'es habitué en fait à cet usage-là. C'est pas. Je participe à une émission sur cette belle radio où ils se mettent à ronfler dès que je prends la parole et ils donnent rendez-vous aux auditeurs dans 3 heures. J'ai un grand témoin ici présent. Merci pour ce bel accueil, vraiment. En tout cas, ça a été un moment riche et j'espère que de toute façon, on proposera aux auditeurs d'autres émissions philosophiques avec des thèmes divers et variés. Donc, si vous avez envie, s'il y a un thème que vous aimeriez qu'on aborde, vous auditeurs, vous pouvez toujours aller sur le site de Radio Grand Lac et laisser comme message, alors le site sur Radio Grand Lac ou sur la page Facebook de Radio Grand Lac ou de l'épicerie culturelle, et de laisser en fait les sujets que vous aimeriez qu'on aborde à l'antenne. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Virginie, merci Ricky aussi de votre présence et de ce moment de partage. Merci Jean-Pierre aussi pour la technique. Merci d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt.